Bienvenue à ITV et bienvenue à Question Directe qui reçoit aujourd'hui Pascal Guetch Ndène. Pascal Guetch Ndène a écrit un livre assez intéressant qui parle des défis présidentiels. Sénégal, pour transformer le pays, il faut transformer les hommes. Mais Pascal a un long parcours professionnel dans les services de l'enfance, de la jeunesse en Suisse. Après un diplôme d'éducateur spécialisé à Dakar, il a fait des études à l'Institut universitaire d'études et de développement à Genève. Il est titulaire d'un master de sociologie appliquée au développement local à l'Université de Lyon 2 en France, d'un diplôme de management des institutions sociales à l'Université de Genève, Suisse. Il a initié un ambitieux projet de construction d'un centre de vacances, de sport et d'éducation citoyenne au Sénégal, dénommé Waljam. Pascal, vous avez sorti ce livre, Défis présidentiels. Vous dites pour transformer le pays, il faut transformer les hommes. D'abord, pourquoi ce livre? Je vous remercie, M. Alassane Samba Diop, de votre émission. C'est un honneur et un immense plaisir d'y participer et de participer également à la construction du Sénégal. C'est la principale motivation de ce livre, d'ailleurs, c'est de participer à la construction nationale à mon niveau, en vertu du fait que tout citoyen est appelé à participer au développement de son pays. Voilà ce qui motive ce livre. Et le titre, effectivement, assez parlant du reste, je l'ai puisé dans Senghor, le sous-titre en particulier, pour transformer le pays, il faut transformer les... Senghor avait institué l'éducation au Sénégal, l'éducation générale, l'instruction, l'éducation sociale et l'éducation populaire. Et l'éducation est la base fondamentale de tout processus de développement. Et voilà pourquoi Senghor disait, pour transformer le pays, il faut d'abord transformer les hommes, former les citoyens responsables. Oui. Pascal, votre livre vient à un moment assez crucial au Sénégal, où l'éducation aujourd'hui pose problème. L'école instruit, la maison éduque. On a lu le programme de tous les candidats à la présidentielle de 2024, les coalitions, mais on a vu rarement un des candidats parler de la famille, alors que l'éducation, c'est dans la famille. Et beaucoup disent qu'au Sénégal, les familles sont malades, la famille est malade. L'éducation, il y a toute éducation, de toute forme d'éducation. L'éducation que nous recevons à la famille est la base de ce que nous sommes, de ce que nous ferons et de ce que nous ferons pour le peuple. C'est pour ça que c'est fondamental que l'éducation commence à la maison, commence dans la famille. Les programmes des candidats, comme vous le dites, ont parlé de différentes choses sans aborder la question de l'éducation. Il me semble fondamental de poser cette question dans tous les programmes et tous les processus. Et voilà que ce livre pourrait être une contribution pour renforcer les familles sénégalaises, pour renforcer le soutien de la jeunesse dans les quartiers, dans les communes, dans les écoles et même dans les entreprises, partout où la jeunesse est appelée à exercer différents types de fonctions. Cet ouvrage contribue à donner des pistes pour que l'éducation devienne une priorité nationale pour le Sénégal. Mais Pascal, pourquoi certains au Sénégal ont fait le diagnostic en disant qu'aujourd'hui au Sénégal, la famille est malade? L'éducation qu'on donnait dans les familles pratiquement n'existe plus. Les parents n'ont plus de temps pour s'occuper des enfants. Et certains parlent comme raison, comme la pauvreté, le coût de la vie, le fait qu'aujourd'hui, ils n'ont pas le temps de s'occuper des enfants. Et les enfants sont occupés par les réseaux sociaux. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que justement, entre guillemets, soigner la famille? La famille sénégalaise, il faut d'abord le dire, c'est une famille courageuse. C'est des familles
à soutenir dans leur mission éducative. Cette première mission éducative qui incombe aux familles doit évidemment constituer un effort national de soutien aux familles, aux parents, mais aussi aux enseignants. Les Sénégalais, effectivement, traversent une période difficile économique. Il faut comprendre le contexte également. C'est pourquoi c'est important aujourd'hui de poser cette question sur la table de politique et de voir comment soutenir ces familles, comment soutenir l'éducation dans les communes. Et c'est ça l'importance de remettre l'éducation dans le processus de développement. Et c'est pour ça que nous contribuons également à faire en sorte que l'éducation soit accessible à tous. Mais est-ce que les arguments qui sont donnés par les parents pour dire qu'ils sont très occupés, qu'ils n'ont pas le temps pour éduquer les enfants, qui sont submergés par la dépense quotidienne, est-ce que ces arguments tiennent? Parce que l'Afrique ancienne, c'est vrai que les choses ont évolué, nos parents n'avaient pas les moyens, mais ils avaient quand même le temps de s'occuper des enfants. Effectivement, les parents sont occupés par différentes tâches. La première étant la fonction alimentaire. Et compte tenu du contexte économique, c'est très difficile aujourd'hui pour les parents de s'atteler entièrement à cette tâche. Il faut reconnaître évidemment que les Sénégalais ont envie d'aller de l'avant et d'éduquer leurs enfants, mais il faut aujourd'hui leur donner des moyens. Le contexte a beaucoup évolué, le contexte sociologique, le contexte économique, le contexte de la famille traditionnelle. On est passé d'une éducation traditionnelle à une éducation moderne, sans avoir les outils. Aujourd'hui, il s'agit plutôt de reposer l'éducation dans le sens de la modernité, en se basant sur les traditions, pour renforcer l'équilibre des familles. Donc, il faut à la fois reprendre les traditions, puis en même temps, travailler sur la modernité afin d'élever le niveau culturel de la population et de la jeunesse en particulier. Mais Pascal, ce qu'on a constaté, par exemple, si on prend l'exemple des pays qui sont développés, qui ont eu des taux de croissance extraordinaires, qui sont dans ce qu'on appelle l'émergence, l'éducation est une pierre angulaire de la formation dans ces pays et même de développement de ces pays. Si on prend l'exemple de la Chine, quand la Chine, les Chinois étaient dans une situation de précarité, il y a une politique de famille qui a été mise en place. Un Chinois, un enfant. Et ça a permis d'avoir une politique éducative qui a permis les enfants chinois aujourd'hui d'être scientifiques. Il y a aussi le fait que la Chine a un rapport de technologie. Il y a toute une politique qui a été mise en place. Mais dans nos pays, le constat qu'on fait, c'est qu'on est des consommateurs. On regarde Internet chez nous, nos enfants sont sur les réseaux sociaux, mais personne ne sait ce qu'ils y font. Quel est le contenu que nous apportons? L'utilisation des réseaux sociaux dans nos pays désarticule davantage l'éducation. Merci. Chaque pays s'appuie sur ses valeurs culturelles. Les valeurs culturelles que nous avons au Sénégal sont très fortes et très dynamiques et peuvent constituer la base fondamentale de notre développement. Bien sûr, l'exemple de la Chine, une famille, un enfant, correspondait à une certaine époque à leur vision politique. La vision aujourd'hui que nous devons avoir pour le Sénégal, ce n'est pas une vision de réduction de la famille, mais c'est une vision de soutien de la famille dans sa tâche éducative, dans sa tâche économique, d'intégrer de nouveaux programmes scolaires et en particulier intégrer l'éducation dans les quartiers à travers des programmes d'animation, des institutions, de nouvelles institutions dans les quartiers et dans les communes. Et c'est ça le rôle de l'État, d'appuyer les familles, les communes, les associations, le milieu scolaire dans cette fonction éducative. Il n'y a pas de développement sans éducation.
Et il n'y a pas d'éducation réussie sans développement harmonieux. Mais Pascal, dans les quartiers, on a les centres sociaux éducatifs qui existent à Dakar, un peu partout dans les quartiers de Dakar. Mais ce qu'on a fait des centres, c'est quoi? Je parle des centres qui ont été mis dans les quartiers n'ont pas servi à grand-chose. Peut-être réunir, faire des animations, mais l'impact qu'ils devaient avoir sur les enfants, on ne sent pas. Bien sûr, et c'est ça l'intérêt aujourd'hui de reprendre les concepts pédagogiques et les concepts éducatifs dans ces centres. Il y a un effort important qui est fait dans le milieu associatif, dans les milieux culturels, dans les ASC. Il s'agit d'accompagner cet effort national, cet effort des associations et réintégrer l'éducation en termes de priorité de prise en charge de la jeunesse dans les quartiers et dans les communes. Et c'est ça le principe de développement de tous les pays, c'est-à-dire baser la trame éducative dans le niveau le plus proche des populations, c'est-à-dire le niveau du quartier, le niveau de la commune et le niveau national plus largement. C'est pour ça aujourd'hui, il faut un soutien de l'État total aux institutions d'éducation dans les quartiers, dans les associations, mais aussi dans les communes. C'est-à-dire qu'il faut que maintenant les communes aient des référentiels éducatifs, des institutions, des centres de quartier, et ceci dans un contexte plus large. Il faut qu'il y ait une prise en charge nationale et globale de la jeunesse à travers une vision globale. C'est un vaste programme. On a vu tous les gouvernants, depuis Abdou Diouf, Abdoulaye Wade, en passant par Macky Sall, avaient proposé des programmes de prise en charge de la jeunesse, avec des agences de création d'emplois. Mais au constat, la jeunesse continue à être dans une situation de sous-emploi. Vous l'avez dit dans votre livre, avec la moitié de la population sénégalaise âgée de moins de 18 ans, une tranche d'âge de 18 à 35 ans représentant 5 millions d'individus. Les défis liés à l'éducation, à l'emploi, à la formation et aux transformations urbaines sont considérables. Quand vous venez à Dakar aujourd'hui, vous qui vivez en Suisse, vous avez l'impression d'être dans un, excusez-moi le terme, dans un grand bazar. C'est l'organisation structurelle du pays. D'une certaine façon, il y a des avantages sociologiques parce que les interactions humaines sont plus simples et plus faciles et le contexte est plus naturel. Et bien évidemment, ça nécessite une organisation. L'organisation est la base fondamentale de tout. Et voilà pourquoi, quand on arrive à Dakar, on a l'impression d'arriver dans un endroit désorganisé. Mais attention, ce n'est pas là. Il faut simplement proposer des programmes, des activités, des éducateurs et des animateurs dans les quartiers, et vous verrez que c'est tout simple. Les Sénégalais peuvent prendre en charge tout. Mais ça demande beaucoup d'argent. Ça a un coût tout ça, ce programme-là. Ça demande évidemment des moyens, mais ce qui est important dans l'éducation, au-delà des moyens, c'est l'intention qu'on y met et la priorité. Si ça devient une priorité, les moyens peuvent suivre. Et les Sénégalais sont très ingénieux et imaginatifs pour chercher les moyens là où il faut les chercher. Mais ce qui est important, c'est de redéfinir comme priorité nationale l'éducation de notre jeunesse. Et dès l'instant que c'est défini comme une priorité nationale, les moyens peuvent suivre. Et les Sénégalais à ce niveau-là peuvent trouver ce qu'il faut pour accompagner financièrement, pour faire une combinaison de financement, l'État, associations, milieu privé, donateurs et institutions religieuses, les institutions scolaires, les bénévoles. Il y a une
un engagement très important des Sénégalais. Et cet engagement-là, il faut l'accompagner par les moyens et l'organiser. Donc, le Sénégal a tout ce qu'il faut pour aller de l'avant. Il faut simplement mettre de l'organisation et des moyens. Et vous verrez que la jeunesse sénégalaise, pour arriver à ses objectifs ambitieux. Est-ce que vous pensez qu'on peut développer un pays avec une langue étrangère? Est-ce que vous pensez qu'on peut aujourd'hui enseigner à la jeunesse sénégalaise le français que nous parlons, vous et moi, alors que le Wolof est une langue peut-être qui réunit tous les Sénégalais, qui n'est pas enseignée dans nos écoles? Beaucoup disent qu'aucun pays du monde ne s'est développé avec une langue importée. La question des langues est bien posée, bien de la poser. Une question fondamentale qui nécessite une réflexion sociologique et une réflexion philosophique. Il faut d'abord retenir que les langues évoluent. Tous les pays se sont développés évidemment sur leur langue, mais il faut comprendre que les langues se sont intégrées les unes aux autres. L'idée n'est pas d'exclure une langue ou de privilégier une sur l'autre, mais de partir sur les traditions et les cultures et les connaissances. Et la langue n'est qu'un moyen finalement de verbaliser ou de véhiculer les principes éducatifs. Le Wolof, c'est notre langue nationale. Nous en avons d'autres, plusieurs. Nous avons le français comme langue officielle, qui est enseignée dans nos universités. C'est une langue qui peut tout à fait servir d'éducation, mais il faut s'adapter au contexte des quartiers. Quand on s'adresse à des jeunes des quartiers, des jeunes des communes qui n'ont pas eu l'opportunité de parler le français, évidemment, il faut utiliser les langues locales, le Wolof en particulier, que tout le monde comprend. Donc, il ne faut pas exclure une langue. Il y a des pays à travers le monde qui ont réussi ça. La Malaisie a réussi aujourd'hui, avec ses langues nationales, de cohabiter dans fait de langues d'enseignement, où chaque ethnie, entre guillemets, apprend dans sa propre langue pour développer le pays. Pourquoi pas le Sénégal? Il y a un effort au Sénégal qui est fait d'enseignement des langues au niveau universitaire. Il y a des programmes au niveau local. Il y a des institutions qui peuvent enseigner en langue locale. Aujourd'hui, remettre en question le français comme langue d'enseignement me semble être un défi très important. L'essentiel, comme je viens de le dire, ce n'est pas de privilégier une langue sur l'autre, c'est le contenu qui est important. C'est le véhicule de la culture. Nous avons le Wolof, nous avons le Sérère, nous avons d'autres langues qui peuvent nous servir d'enseignement et d'éducation. Oui, mais Pascal, aujourd'hui, vous parlez tantôt d'éducation de façon holistique. Mais si on regarde bien l'éducation, l'instruction qu'on donne à nos enfants à l'école, les gens estiment qu'il faut revoir les manuels d'histoire. Parce que l'enseignement qu'on donne, c'est l'histoire des vainqueurs. On passe le temps à dire que Faidherbe était le meilleur, que Benzin a été battu, que Lat Dior n'a pas pu résister. Les gens estiment qu'aujourd'hui, qu'il faut changer d'imaginaire, qu'on doit mettre nos héros en avant pour travailler la mentalité de nos enfants. Parce que si un enfant est éduqué dans l'histoire des autres, l'histoire des vainqueurs, il va penser que le blanc lui est supérieur. Alors qu'on voit les Africains, quand ils vont en Europe, mais ils sont en dessous de la moyenne. Il faut changer de narratif. Bien évidemment, vous avez posé une question fondamentale, c'est la question de l'histoire. L'histoire est faite par les vainqueurs, c'est ce que vous venez de dire, et toute la lutte, finalement, des peuples, c'est de restaurer et de restituer leur propre histoire, leur propre culture, pour fonder une base de développement et une base de connaissances, une culture, une civilisation. Effectivement, la question de l'enseignement en langue est très importante et c'est pour ça que j'encouragerai tous les programmes d'éducation qui privilégient l'enseignement en langue locale. Évidemment, cette question de l'histoire est une question fondamentale. Quand on connaît sa langue, quand on connaît son histoire,
on remet en question l'enseignement qu'on a reçu, l'enseignement du colon que nous avons reçu. Évidemment, je vous rejoins totalement dans le fait que notre culture a été bafouée, a été mise à terre, nos langues ont été dévalorisées, et aujourd'hui, nous avons l'opportunité de remettre en selle toutes ces connaissances, de revoir les fondements de notre histoire et de les enseigner à l'école, dans toutes les institutions. Pascal, est-ce que vous êtes de ceux qui pensent qu'aujourd'hui, pour réarmer la jeunesse sénégalaise, qu'il faudrait instaurer le service militaire obligatoire? Le service militaire est un service militaire. Le rôle premier du militaire, c'est le combat, c'est la guerre. Ce qu'il faut enseigner à notre jeunesse, la citoyenneté, c'est le combat pour la paix et la citoyenneté. On peut évidemment apprendre tout ça, mais on n'a pas besoin d'un service militaire obligatoire pour inculquer les valeurs citoyennes et les valeurs civiques à notre jeunesse. Ça peut s'enseigner partout. On a au Sénégal le service civique national, qui est d'ailleurs à l'époque issu du service militaire, mais qui a une dimension civile. Ce n'est pas militaire. Donc, il n'y a pas besoin de remettre en place un service militaire obligatoire pour enseigner la citoyenneté et l'esprit civique à notre jeunesse. Le milieu associatif est très important pour ça. Les familles peuvent le faire, l'école, les institutions, les quartiers. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, je le répète, il faut soutenir l'éducation dans les communes, les jeunes dans les communes. Nul besoin d'instaurer un service militaire obligatoire pour enseigner la citoyenneté. Mais le service civique national, qui est logé au ministère de la Jeunesse, n'a pas les moyens de faire son travail. C'est pratiquement abandonné. Ça montre qu'il y a peu d'intérêt pour l'éducation dans notre pays. Et voilà pourquoi, vous avez raison, c'est aussi l'intérêt de ce livre. Toutes les questions d'éducation populaire et d'éducation civique de la jeunesse ont été, depuis 1979, quelque part mis de côté au profit de la question de l'emploi des jeunes. C'est ce que nous disons dans cet ouvrage. Depuis 50 ans, nous n'avons pas mis la priorité sur l'éducation sociale. Nous n'y avons pas mis les moyens. Et voilà pourquoi l'opportunité est donnée maintenant de revoir notre système d'éducation depuis la création des CEDEPS, les foyers des jeunes, l'INSEPS, le CNEPS, et toutes les institutions qui ont été créées depuis l'indépendance et qui ont porté le nom éducation populaire et qui aujourd'hui n'ont plus de mission d'éducation populaire. Voilà pourquoi ces réformes sont importantes à réintégrer dans un nouveau dispositif éducatif et de développement social. Oui, Dakar, si on regarde bien avec la modernité, on constate que Dakar devient une ville très étroite. Apparemment, toute la jeunesse du monde rural s'agglutine à Dakar. Les jeunes sont sur des motos Jakarta. Ceux qui ont les moyens prennent les bateaux et vont chaque jour. Vous voyez, la chronique quotidienne parle de jeunes Sénégalais qui veulent fuir avec des bateaux pour sortir. Est-ce que ça, c'est le déficit d'éducation dans les villages qui font que les jeunes n'ont pas d'espoir qu'ils partent? D'une certaine façon, vous avez raison. Il y a un déficit éducatif qui amène les jeunes dans les grandes villes. Mais la motivation première des jeunes, c'est une motivation économique. Vous savez, l'homme se dirige toujours vers les endroits qu'il espère lui apporter le meilleur dispositif économique, la meilleure intégration sociale et économique. Et notre jeunesse des campagnes, des communes rurales, fonde son espoir sur Dakar. C'est pour ça, d'ailleurs, Dakar est surpeuplé, les institutions ne suivent pas, que ce soit le logement, que ce soit les transports, que ce soit les écoles,
les hôpitaux, les centres de santé, toutes ces institutions sont submergées parce que Dakar n'a pas cette capacité d'accueil. Donc, ce qu'il faudrait, en termes de proposition, c'est de développer les activités du milieu rural, l'insertion socio-professionnelle dans les communes. Nous avons la chance d'avoir réalisé en 2013 l'acte 3 de la décentralisation qui donne les principes et le fondement du développement d'intérêt local dans les communes. Il y en a plusieurs, nos communes. Mais c'est comme vous dites tout à l'heure, les communes n'ont pas de moyens. C'est comme si nous avions élaboré une loi sans en avoir les moyens, sans en avoir la force d'exécution. C'est pour ça que nous appelons les nouvelles autorités du pays à renforcer et à revoir l'acte 3 de la décentralisation afin de donner aux communes les moyens de leurs ambitions, les moyens de réaliser leurs missions. Les communes ont ce qu'on appelle les plans de développement communal. Prenons l'exemple de la commune de Mbour. En 2018, Mbour a élaboré son plan de développement communal et cherchait environ 15 milliards ou 20 milliards. Et c'est au niveau local que se manifestent toutes les problématiques de la population, les questions de sécurité, les questions économiques, les questions d'emploi, les questions de transport, les questions de santé et les questions éducatives doivent être prises en charge au niveau communal parce que la commune est l'administration la plus proche des populations et la plus à même de résoudre les questions essentielles qui sont les questions éducatives et les questions de développement. Donc, il faut s'appuyer sur le développement des communes, sur les programmes des communes, l'apport des communes dans le développement du Sénégal est capital. Et voilà pourquoi le nouveau dispositif qui est proposé en termes d'éducation populaire a pour fondement la commune. La commune doit être le lieu d'exercice d'un nouveau projet de société. Si on veut que le Sénégal se développe, il faut développer les communes, il faut voir la richesse des communes, une distribution équitable dans les communes et une gestion des communes de façon loyale jusqu'à ce que l'intérêt de toute la population soit pris en compte. Et c'est pour ça que nous appelons à ce qu'il y ait un nouveau référentiel de management des communes qui sera commun à toutes les communes, de façon que chaque commune doit être dotée d'institutions, de structures, de tout ce qui est nécessaire à la satisfaction des besoins locaux de la population. Voilà, bien dit. Merci infiniment Pascal Gueye-Ndéne. Je rappelle que vous étiez notre invité, que nous parlions avec vous de la Suisse, que vous avez sorti un livre qui s'appelle Défi présidentiel Sénégal. Pour transformer le pays, il faut transformer les hommes. Je rappelle que vous êtes au service dans les services de l'enfance, de la jeunesse en Suisse. Et après vos diplômes d'éducateur spécialisé à Dakar, vous avez fait des études à l'Institut universitaire d'études du développement. Et vous êtes titulaire de master de sociologie appliquée au développement local à l'Université de Lyon 2 en France, d'un diplôme de management des institutions sociales à l'Université de Genève Suisse. Nous parlons avec vous de votre livre qui s'appelle Défi présidentiel Sénégal pour transformer le pays. Il faut transformer les hommes. Ce livre parle de questions fondamentales, la question de l'éducation. Et pour les pays qui veulent se développer, il n'y a pas de raccourci. Il faut que l'éducation soit au cœur des politiques de développement. Merci à toute l'équipe technique qui m'a accompagné pour la réalisation de cette émission. Merci. Au revoir.